Bonjour à tous. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui, au nom de la Fondation Giacometti, de vous accueillir pour cette nouvelle conférence du cycle Giacometti chez vous. Et si vous avez pu suivre ce cycle depuis le début, vous avez vu on a vu différentes manières d'aborder l'œuvre d'un artiste, et notamment celle de Giacometti. Et aujourd'hui, on va essayer d'avoir encore un autre point de vue que celui des autres séances. À savoir qu'on va essayer de s'interroger sur la manière dont l'œuvre et la vie d'Alberto Giacometti ont pu être affectées par l'histoire avec un grand H. Et là, je parle d'une histoire pas si ancienne, dense et douloureuse, qui est celle de la Seconde Guerre mondiale. Alors, je vais aborder cette question en deux temps. D'abord, j'évoquerai qui est Giacometti en 1939, afin que vous puissiez vous repérer et comprendre en quoi sa période de guerre a été à ce point fondamentale pour lui. Et ensuite, je parlerai de sa vie à Paris sous l'occupation. Et enfin, point ultime de la conférence, de ce fameux moment très particulier, très dense, qu'il a pu passer à Genève et à Stambart, c'est-à-dire en Suisse, entre 42 et 45. Ah, voilà. Alors, qui est Giacometti en 1939? Alors là, je vous montre une photographie un peu plus ancienne, mais où on le sent un peu entre deux. Et en effet, en 1939, Giacometti, c'est un homme de 38 ans, qui est donc encore jeune, qui vit en France depuis 1922. Et quand la guerre éclate le 1er septembre 1939, il est dans une situation assez paradoxale, comme on va le voir. C'est un artiste qui a traversé les différentes avant-gardes artistiques de l'entre-deux-guerres et qui a joui d'une certaine reconnaissance de la part des cercles les plus pointus de la scène, notamment parisienne. Par exemple, ses œuvres d'inspiration cubiste, dont vous voyez un exemple ici des années 20, lui ont valu de montrer son travail dans les salons, dans les expositions, et lui ont valu l'amitié d'un sculpteur cubiste comme Henri Laurence, dont vous voyez ici une photographie et une œuvre. Dans la première moitié des années 30, ces nouvelles productions, telles le cube dont vous voyez ici un petit morceau, mais que vous verrez aussi plus loin, et surtout la boule suspendue, lui valent d'intégrer le groupe surréaliste. Il se lie particulièrement avec le poète René Crevel, avec André Breton, avec Paul Éluard, avec Salvador Dali, avec Max Ernst, Tristan Tzara. Il fait vraiment partie du groupe, il est présent dans leurs publications. Je vous montre ici le groupe surréaliste tel que le présente Georges Juniet dans son anthologie de 1934, et on voit ici Alberto Giacometti à côté de Tristan Tzara. André Breton va reproduire L'objet invisible, une de ses œuvres surréalistes les plus importantes, dans son livre L'amour fou. Et Albert Schira, qui lance en 1933 la luxueuse revue Minotaure, une revue surréaliste, diffuse également l'œuvre d'Alberto Giacometti, comme vous le voyez sur ces images. Enfin, celui-ci participe aux expositions du groupe. Vous voyez ici la boule suspendue, c'est la petite flèche bleue, présente dans une des expositions surréalistes parmi les plus marquantes et les plus importantes, l'exposition surréaliste d'objets à la galerie Charles Raton en 1936. Alors, la présence forte de Giacometti au sein du groupe surréaliste dans la première moitié des années 30 va lui ouvrir un certain nombre de portes. Des critiques très importants de l'époque, comme Michel Léris ou Christian Zervos, qui dirige la revue Cahiers d'art, écrivent des articles sur lui. Il se lie, il devient très ami avec Pablo Picasso. À cette époque, il va continuer à le voir jusqu'à l'après-guerre. Et il est représenté épisodiquement ou durablement par plusieurs galeries. La galerie Pierre Colle à Paris, mais aussi la galerie Julien Lévy, dont vous voyez ici une affiche pour une exposition à New York en décembre 1934. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Giacometti, vous avez vu ici qu'il était rentré dans la collection d'André Breton avec la boule suspendue, est reconnu à la fois par des cercles français, parisiens, avant-gardistes, mais aussi de manière plus internationale par des galeristes new-yorkais. Cela lui vaut d'exposer dans des expositions qui ne sont pas uniquement consacrées au surréalisme. Par exemple, je vous donne des différents exemples. En Suisse d'abord, ici à Zurich, dans une exposition qui rassemble plusieurs artistes qui ne sont pas tous tout à fait surréalistes, par exemple Julio González, ou ici une autre exposition à Lucerne, cette fois-ci en 1935, avec une exposition sur l'abstraction.
Il est montré hors d'Europe, comme je vous le disais, sa présence, sa place dans le monde artistique s'internationalise. Il est dans les plus grandes expositions du Museum of Modern Art de 1936, à savoir Cubism and Abstract Art, avec une petite maquette qui s'appelle Projet sur une place, qui se trouve dans cette petite vitrine-là. C'est une toute petite œuvre, mais il est quand même présent dans cette grande exposition. Et il apparaît de manière bien plus ample dans la belle et l'importante exposition Dada, Surrealism and Fantastic Art, Dadaism and Surrealism, aussi au Museum of Modern Art de New York en 1936. Et vous voyez ici le palais à 4 heures du matin, cette œuvre assez étrange, une sorte de maquette que Giacometti présente, alors là, de manière enfin voilà, il a de la place dans la salle, voilà, dans cette exposition. Donc Giacometti est également suivi par des collectionneurs renommés. Ici, par exemple, les Noailles, vous le voyez ici, sur le perron de leur maison, à côté de Michel Léris et de Marie-Laure de Noailles. Et de plus, il a une activité de décorateur pour un éditeur d'objets d'art décoratif, Jean-Michel Franck, pour lequel il fabrique des objets qui sont vendus partout dans le monde et qui lui donnent également une source de revenus financiers, mais aussi une forme de reconnaissance. C'est donc un artiste au tournant des années 30 qui, en quelque sorte, a émergé et qui est présent sur la scène artistique. Pourtant, si Giacometti a encore 6 expositions en 1937, il n'y a plus qu'une seule exposition en 1938 et ce nombre va tend à décroître dans la fin des années 30. Alors que s'est-il passé? Et c'est là qu'on entre dans cette situation de Giacometti avant 39, enfin en 39. Giacometti a en fait, au cours des années, à partir de l'année 1934, pris ses distances non seulement avec le groupe surréaliste, mais surtout en fait avec les pratiques plastiques surréalistes. En fait, au cours de l'année 34, selon les différents témoignages qu'on a de son entourage, il a émis de plus en plus de doutes sur la validité de ses créations d'objets surréalistes tels que ceux qu'on a pu voir dans les dans les diapos précédentes. Il a développé de nouvelles fréquentations qui vont en quelque sorte le conforter dans ses doutes et qu'on va retrouver pendant la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, le peintre Balthus, qu'il rencontre grâce à André Breton, mais André Breton n'apprécie pas particulièrement son travail plastique. Giacometti, lui, se lie avec Balthus, le rencontre à Berne, en Suisse, et il est extrêmement frappé par une exposition de Balthus à la Galerie Pierre en avril 1934, où celui-ci présente 7 peintures de nus féminins équivoques, très équivoques, puisque vous voyez particulièrement celui-ci, qui fait scandale. Et cette peinture, elle intéresse beaucoup Giacometti. On ne saura jamais exactement pourquoi, mais on peut imaginer que le travail de Balthus démontre qu'il est possible de faire un travail figuratif, d'après-modèle, en même temps très marqué par la subjectivité de l'artiste, et qui a cette qualité un peu d'étrangeté qui peut-être intéressait encore Giacometti dans le surréalisme. Ainsi, ces différents questionnements, on va voir quelles œuvres ils donnent lieu, lui valent d'être exclu du groupe surréaliste par André Breton lors d'une soirée le 13 février 1935 qui prend des allures de tribunal. Cette exclusion est violente sur le plan humain, mais elle acte aussi du fait qu'effectivement Giacometti commence à suivre d'autres voies. Ces nouvelles préoccupations sont celles qui vont l'occuper dans toute cette avant-guerre. À partir de l'année 1934, en effet, Giacometti s'écarte de l'œuvre d'imagination. Il va progressivement se mettre à revenir à la figuration avec un premier sujet essentiel qui est la tête, qui va devenir un sujet qui relève de l'obsession à l'époque. Vous voyez ici comment, dans la même année 1934, Giacometti fait cette tête surréaliste, mais aussi la tête-crâne, qui semble revenir à une leçon cubiste, avec un découpage en facettes, géométrisé de la forme. Et il fait aussi, et là je pense que vous serez un peu surpris, cette tête de Diego, qui est en fait un travail sur lequel il est depuis les années 20, qui, elle, est vraiment un portrait d'après-modèle, le modèle étant ici son frère Diego Giacometti. Ce travail, donc il travaille d'abord d'après-modèle, donc avec son frère, mais il engage aussi un modèle professionnel, comme à la Grande Chaumière, comme chez Bourdelle, comme dans ses années d'études et d'académie. Ici, c'est le modèle Rita Gueffier, qui va poser pour lui pendant plusieurs mois et qui donne lieu à différentes réalisations, dont vous voyez ici un exemple
en bois, mais aussi ici le plâtre. Et vous voyez comment Giacometti recherche à la fois à structurer la figure, à définir ses aspects saillants, à percer aussi peut-être la personnalité du modèle, mais aussi à trouver la juste représentation de la figure humaine. Voilà, donc je vous montre également d'autres têtes. Une tête de Diego de 1936 qui reprend le même type de recherche. Il y a également quelques peintures de l'époque, notamment ce portrait, Maria, réalisé en Suisse, où là aussi on retrouve une sorte de géométrisation de la figure, un trait un peu raide. Voilà. L'année 35 marque non seulement son éloignement du surréalisme, mais aussi est aussi l'année d'une rencontre très importante qui va, disons, marquer sa création jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il rencontre au Café du Dôme une jeune femme, Isabelle Nicolas, qui est étudiante à la Grande Chaumière, qui est modèle, qui sera artiste aussi, sous le nom d'Isabelle Rowthorne, et avec laquelle il se lie. Alors, c'est une femme qui est liée à sa nouvelle fréquentation parce qu'elle pose pour Derain, par exemple. Elle pose pour Balthus et que voit toujours Giacometti. Et elle conforte un peu, en quelque sorte, l'artiste dans ses fréquentations d'autres artistes en quête de nouvelles voies figuratives, comme par exemple André Derain, justement, que Giacometti rencontre cette année-là, mais aussi Pierre Talcoat, ou alors un artiste très oublié que Francis Gruber, qui vit Villa d'Alésia, à 2 pas de la rue Hippolyte-Maindron, et dont je vous montre ici un autoportrait un peu plus tardif. Alors, ce travail sur les têtes se poursuit pendant plusieurs années. Et pendant plusieurs années, les têtes vont mesurer une vingtaine, une trentaine de centimètres de haut, soit à peu près, disons, la taille d'une tête. Enfin, il faut mesurer, mais en tout cas, on est dans des proportions qui sont plus ou moins fidèles à la figure humaine. Voilà. Vous le voyez ici avec cette tête d'Isabelle de 1936, pour laquelle Giacometti s'inspire aussi de la sculpture égyptienne antique. Ou pour cette autre tête, très différente, vous voyez que c'est quand même une période de recherche importante, en 37-39, où la touche est bien plus accidentée, où l'expressivité du geste est bien plus marquée. Et cette tête qu'on retrouve dans une vue de l'atelier de Giacometti en 1938, où on voit aussi qu'il regarde l'art ancien, qu'il regarde des œuvres du passé, qu'il fait des copies. Voilà, on est vraiment dans une grande période de recherche. Or, à la fin de l'année 37, au début de l'année 38, Giacometti va opérer progressivement, à partir de ces têtes qui étaient d'une taille à peu près, disons, proportionnée à des têtes humaines, un travail de miniaturisation extrêmement important, avec notamment une série de bustes d'Ottilia. Voilà, donc cette série de petits bustes apparaissent apparemment juste quelques mois après la mort de sa sœur Ottilia, qui meurt tragiquement en couche en donnant naissance à son fils Silvio, neveu d'Alberto Giacometti. Dans une lettre à son frère en décembre 1937, Giacometti déclare « J'ai essayé de temps en temps de travailler sur la tête d'Ottilia, mais dès que je vois une ressemblance, ça me fait tellement mal et je suis tellement désolée que je dois m'arrêter. » C'est l'apparition de ces têtes miniatures, elle a ainsi une sorte de double explication. À la fois, c'est un vrai travail sur la vision, ça correspond à une réflexion sur comment est-ce qu'on représente une chose qu'on voit de loin et qui est petite par définition, et comment faire pour que quelle est la juste échelle de la sculpture. L'autre pan, qui serait plutôt de l'ordre du trauma, serait la question de la mort de sa sœur, et ces tout petits bustes peuvent apparaître à certains égards comme de tout petits monuments qui renvoient en fait à la disparition des êtres. Alors, ce retour à la miniaturisation, alors voilà une autre petite figure. Ce retour à la miniaturisation, cette miniaturisation, enfin, ce retour à la figuration, rencontre en fait très peu d'écho favorable dans les cercles qui entourent Giacometti, ou alors dans des cercles très restreints. Je vous livre ici le témoignage de Pierre Bruguière, qui avait suivi le travail de Giacometti à la fin des années 30, qui l'appréciait, qui va le retrouver ensuite pendant la guerre, et qui dit quand je parlais autour de moi de Giacometti à ceux qui se sentaient concernés par l'art contemporain,
On ne me répondait plus. Il ne comptait plus au nombre des créateurs de ce siècle, plus d'imagination, il en était à ne plus travailler que sur nature, la nature, ce champ abandonné, inculte, embroussaillé, où ne pouvaient pousser que des bardanes. Donc le travail de le Giacometti en quelques années, en fait, de 35 à 39, Giacometti a vu finalement l'attention se détourner de lui, au point qu'en 1939, une de ses toutes petites têtes est même refusée par l'exposition internationale suisse, où son frère Bruno, architecte, l'avait invité. Il est obligé de montrer encore le cube surréaliste. Quand la guerre éclate, en 1939, on peut dire sans trop d'exagération qu'Alberto Giacometti est un sculpteur à nu qui est engagé depuis plusieurs années déjà dans un cycle de transition qui finalement ne cesse pas. Voilà. Alors, Giacometti est en Suisse quand la guerre est déclarée. Il passe souvent l'été dans sa famille, à Stampa, Maloja, dans les Grisons. Il se présente comme son frère Diego devant les autorités militaires. Les Suisses qui nous regardent savent que le service en Suisse se fait est régulier en fait, est récurrent. Et les Suisses en 1939 sont mobilisés, même si la Suisse est neutre, ils sont mobilisés pour la défense du pays. Mais en fait, Giacometti a, comme de très nombreux artistes, ça sera le cas par exemple de Picasso, le souci très important de la mise en sécurité de ses œuvres. On ne sait pas quand les Allemands seront à Paris, s'ils y arriveront, on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc, ils prennent la décision, Diego et Alberto prennent la décision assez lourde, alors que la guerre est déclarée, de rentrer en France à l'automne 1939. Giacometti est citoyen d'un pays neutre, il a des sympathies communistes réelles, mais il ne s'est pas illustré par des prises de position politiques et des engagements très ouverts. Et pour cette raison, il n'est pas en situation d'être inquiété à Paris à cette époque. Il vivra comme ça jusqu'en 1941, jusqu'à la fin du décembre 1941, rue Hippolyte Mindron, avec son frère Diego. Alors pour la France, il faut distinguer deux périodes. Une première période qui est celle de la drôle de guerre, qui s'étend de septembre 39 jusqu'à juin 40, puis celle de l'occupation de juin 40 à fin décembre 41, le moment où Giacometti repart en Suisse. Évidemment que pour tous ceux qui vivent en France, juin 40 est une rupture. Pour un artiste comme Giacometti, qui est entouré d'autres artistes, parfois des artistes engagés, de galeristes, de marchands, même si on a vu que les choses s'étaient beaucoup taries, juin 40 signifie la dispersion de l'entourage artistique et un démantèlement, disons, partiel, relatif, mais un démantèlement quand même du marché de l'art tel qu'il fonctionnait avant-guerre. Alors jusqu'en juin 40, Giacometti peut fréquenter ceux de ses amis et critiques qui sont encore à Paris. Voilà, il continue ses dessins, comme on voit ici, avec ce trait un peu raide, un peu sec, très structurant. Ici, vous voyez une vue de son atelier. Il a retrouvé Isabelle Nicolas, qui s'appelle désormais Delmer. Elle s'est mariée entre-temps. Elle est revenue à Paris et elle pose pour lui en une superbe série de dessins de nus couchés qui témoignent de la persistance chez Giacometti du travail sur modèle, ici sur le corps entier dans le dessin. Giacometti envisage alors de l'épouser. Il expose encore une fois à la Galerie May, une galerie tenue par Yvonne Zervos, qui fermera après cette exposition de mai 40 pour devenir un lieu de réunion et d'édition clandestine. En juin 40, Isabelle Delmer quitte Paris pour Londres, où elle travaillera pour les équipes d'espionnage et de la propagande liées à la BBC. Jean-Michel Franck, le décorateur pour qui Giacometti travaillait et qui était une source importante de revenus, quitte Paris pour Lisbonne, Buenos Aires, avant de gagner les États-Unis en 1941 et de se suicider. Au fil des mois des années 40-41, le monde artistique que Giacometti a connu avant-guerre se disperse, s'exile, est emprisonné ou se cache. Dali et Gala gagnent les États-Unis en 40, André Breton en mars 41, Max Ernst, après avoir été interné en France, part aussi aux États-Unis en mars 41, et Miro va gagner aussi l'Espagne cette même année. Pierre Talcott est mobilisé, puis part vivre à Aix-en-Provence en zone libre. Balthus est mobilisé, puis part vivre en Savoie, puis en Suisse à partir de 42, où Giacometti va le retrouver, on va voir ça. René Char est mobilisé, puis prend le maquis.
Paul Éluard vit difficilement à Paris, qu'il quittera début 42 pour se réfugier chez Christian et Yvonne Zervos à Vézelay et demander sa réintégration au Parti communiste. Bref, au fil des mois, au cours de l'année 41, le monde d'hier est dispersé. Alors, pardon pour cette carte, Giacometti tente lui aussi de partir. Et le 13 juin, il fait partie de ces millions de Français, certains peut-être nous écoutent là, qui se jettent sur les routes dans l'Exode. Le 11 juin, je le rappelle, le gouvernement a quitté Paris, ce qui provoque en fait l'exil des Parisiens, pour Bordeaux. Et le 14 juin, Paris sera occupé par les troupes allemandes. Alors Alberto, Diego et sa compagne Nelly, qui est la compagne de Diego, décident de partir en bicyclette pour gagner la Suisse. Ils font à peu près ce trajet, à peu près, on n'a pas le trajet exact, mais à peu près ce trajet-là. Ils arrivent, bon là c'est une autoroute, enfin, vous voyez, ils arrivent au bout de 4 jours à Moulins seulement, ce qui correspond à environ 20 heures de vélo. Ils sont obligés de rebrousser chemin et au retour, ils voient à Étampes des corps déchiquetés par un bombardement. Un bombardement qui a été très bien documenté. C'est un bombardement qui a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 juin, qui a fait 400 morts à Étampes, qui a donné lieu à des viols et à des pillages. Et quand le groupe des trois repasse, des corps sont inhumés à la hâte dans des fosses communes. Voilà une photo d'Étampes en juin 40 prise par un soldat allemand. Et donc qu'a vu Giacometti. Au vu de l'avancée de l'armée allemande en juin 40, vous voyez, elle en est là, le 17 juin 40, il était complètement utopique de vouloir gagner la Suisse parce qu'en fait, le trajet qu'ils prennent est en fait exactement le trajet d'une des divisions allemandes. Donc, c'était très, très difficile. Dans ses lettres à sa mère, Giacometti minimise complètement cet épisode. Il écrit simplement « Nous avons tout fait pour rentrer à Genève, mais c'était impossible. Nous sommes même partis en bicyclette, mais après 3 jours, il fallait rentrer ici. » Ça paraît être un moment un peu absurde, voilà, alors qu'en réalité, c'est un moment extrêmement marquant pour Giacometti, comme toutes les fois de sa vie où il a été confronté à la mort. Alors, la vie des frères Giacometti à Paris va se modifier profondément à partir de cette rupture de juin 40. Tout d'abord, Alberto voit ses liens avec Pablo Picasso se renforcer, il se voit presque tous les jours. Il écrit à sa mère même en janvier 41 que celui-ci veut qu'il fasse son portrait. Donc il y a ainsi une reconfiguration de l'entourage artistique et intellectuel avec cette présence forte de Pablo Picasso qui n'est pas n'importe qui. À ce moment-là, comme témoigne la correspondance de Pablo Picasso, il est en passe de devenir un point imaginaire de ralliement pour une société artistique décomposée. C'est-à-dire que le fait que Picasso ait choisi de rester à Paris, c'est tout, avec tout, enfin voilà, est vraiment interprété comme un acte important de courage par les uns les autres, quelle que soit la réalité de sa vie pendant l'occupation. De plus, en mars 41, une jeune fille, dont vous voyez ici un portrait plus tardif, Nathalie Sorokin, présente à Giacometti des deux personnalités très importantes de l'après-guerre, à savoir Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Donc d'une certaine manière, je vais revenir sur cette rencontre, mais d'une certaine manière, dans ces mois de l'année 41, Giacometti, en fait, fréquente déjà à Paris le Paris d'après-guerre, ou du moins ceux qui vont compter pour lui, Pablo Picasso, dont on saura l'importance après-guerre, et les futurs fondateurs de l'existentialisme. Alors cette jeune femme, Nathalie Sorokin, que Simone de Beauvoir, dans ses mémoires, notamment dans La force de l'âge, appelle Lise Oblanoff, fait un portrait tout à fait désopilant de Giacometti à Simone de Beauvoir, dont elle est l'amante. C'est une de ses anciennes élèves au lycée Camusset. Elle dira ainsi, elle trouve que Giacometti n'était pas intelligent. Elle lui avait demandé s'il aimait Descartes, il avait répondu de travers. Elle avait donc décidé qu'il l'ennuyait, mais il lui offrait au Dôme des dîners qu'elle trouvait fabuleux. Donc on a un peu une idée de la vie de Giacometti pendant ces mois, qui essaye donc il probablement fait des avances à Nathalie Sorokin, peut-être souhaite qu'elle devienne son modèle. Au contraire, Simone de Beauvoir est, elle, frappée par l'intelligence de Giacometti. Elle dit « Il en avait à revendre et de la meilleure espèce, celle qui colle à la réalité et lui arrache son vrai sens. Jamais il ne se contentait d'un non-dit, d'un à peu près. Il allait droit aux choses et les assiégeait avec une infinie patience.
La curiosité était la forme que prenait son amour passionné de la vie. Donc, il y a en fait cette rencontre est très importante. Simone de Beauvoir, Giacometti aurait pu la rencontrer plus tôt, puisque depuis elle vit dans le 14e arrondissement depuis sa naissance, quasiment. Au Café du Dôme, depuis l'occupation, elle écrit un roman qui paraîtra chez Gallimard en 1943, L'invité. Mais en fait, il faut attendre ce printemps 41 pour que cette jeune femme, Nathalie Sorokin, qui a rencontré certainement Giacometti dans les milieux de la nuit, présente le couple de philosophes à Giacometti. S'en suivra une très grande amitié et certainement de très nombreuses discussions philosophiques et artistiques au cours de ces mois d'occupation. Voilà. Donc, je vous remonte, voilà. Une lettre de Nathalie Sorokin datant d'août 41 à Giacometti qui dit combien voilà, son attachement. Un mot de Sartre à Giacometti d'août 41. Simone de Beauvoir et Sartre partent en vacances à bicyclette en zone libre en août 41 et voilà, écrivent ce message à Giacometti. Et puis, une photographie où Giacometti ne figure pas, on voit juste Jean-Paul Sartre dans un coin, mais qui vous donne une idée de l'atmosphère pré-existentialiste, en quelque sorte, ou de l'atmosphère qu'a pu connaître Giacometti avec Sartre et Beauvoir dans le Paris occupé. Alors, Giacometti, après sa tentative d'exode avorté, va rester très longtemps, en fait, jusqu'en décembre 41, je l'ai dit, à Paris, pour diverses raisons. Tout d'abord, les premiers mois, les trains ne circulent pas, et la correspondance qu'on a entre Giacometti et sa famille montre aussi que le courrier circule très mal. On a de nombreuses lettres en double, des lettres qui ne se répondent pas bien, qui ne se croisent pas bien, et on a également de nombreuses cartes pré-remplies par lesquelles la famille communique via la légation suisse. Donc il y a, disons, des problèmes de communication qui empêchent de toute façon qu'on envisage un retour dans les premiers mois. Et il y a, voilà. Pourtant, Giacometti fait état de difficultés financières, il demande de l'argent à sa mère, la vie semble assez difficile à Paris, mais sans pour autant qu'il envisage, il semble pour autant extrêmement réticent à rentrer pour des raisons qui sont différentes et complexes et qu'on va essayer de voir avec ces quelques extraits de lettres. Tout d'abord, et là je parle du passage en italique, le 12 mars 41, Giacometti a ce sentiment peut-être de vivre un moment assez singulier. Il écrit « C'est énorme, être tous dans les conditions que nous avons et pouvoir continuer notre vie et notre travail. Maintenant ici c'est le printemps, très très beau et des clairs de lune merveilleux, hier soir surtout. Comme c'est étrange de se promener dans les rues vides, sans voiture, avec la lune pour seule lumière, ça m'est presque impossible de m'imaginer comment c'était avant. Et puis je rentre travailler, il faut en finir avec ces sculptures. » Donc, il y a une sorte de relation un peu ambivalente à la vie. Voilà, il a le sentiment de vivre quelque chose d'assez particulier et singulier qui le rend réticent à quitter Paris apparemment. Mais surtout, il insiste dans ses différentes lettres de la nécessité pour lui de finir ses sculptures. Ici, vous voyez, il y a plusieurs citations en gras qui se succèdent de mois en mois. Le 23 juillet 40, il écrit à sa famille, notamment à sa mère, « En attendant, je suis très pressé de finir les sculptures que je fais. » Il dira le 15 février 41, « Il faut voir ces sculptures faites, sinon les choses n'ont plus de sens. » Le 24 février, dès que j'aurai fini mes sculptures qui avancent tous les jours, je viendrai vous voir. Le 28 février, seulement il faut finir les sculptures, etc. À la fin, le 19 août 41, les sculptures avancent très bien. Et le 9 octobre 41, au moment même où il fait les démarches pour venir et où il demande le permis, il écrit « Et puis, malgré le grand plaisir que j'aurais eu à être avec vous pendant l'été, j'en aurai beaucoup plus si je viens après avoir fini mon travail comme je le veux. » Alors, quelles sont ces sculptures que Giacometti dit qu'il est en train de faire et qui l'empêchent en fait de rentrer en Suisse? Ce sont des toutes petites sculptures. En fait, il nous reste très peu de témoignages, très peu de traces de la production de Giacometti des années 40-41. Il reste très peu de choses, surtout des témoignages. Par exemple, alors vous voyez ici ce tout petit buste d'homme en plastiline. Il reste très peu de choses parce que ce sont des petites choses très très fragiles.
en plastiline, c'est-à-dire une sorte de pâte à modeler, en plâtre, en terre. C'est tout petit. Parfois, donc, il y a des choses qui sont détruites, qui se sont perdues, des choses que Giacometti a peut-être détruites, mais aussi des choses qui ont été détruites par des fontes ultérieures. Bon, dans ce cas-là, on a des traces. Voilà, donc il reste très peu de choses, mais on a quelques témoignages, notamment le témoignage d'Isabelle Nicolas d'Elmer, qui, avant de partir, évoque l'inquiétude d'Alberto de protéger ses œuvres. Elle dit « Comme elles étaient très petites, des têtes de la taille d'une noix, chacun y va de sa métaphore, ou plus petites, je décidai que le mieux à faire était un trou dans le sol et de les placer là. Le reste, il prendrait dans sa poche. Il s'angoissait pour sa mère et disait qu'il devait aller la voir en Suisse. » Nathalie Sorokin, qui stocke des bicyclettes volées dans la cour de l'atelier du 46 rue Hippolyte Mindron, les décrit à Simone de Beauvoir quelques mois plus tard, en des termes similaires. Dans ses mémoires, Lise, Nathalie Sorokin dans les mémoires de Beauvoir, répond à Beauvoir ainsi, commençant au passage de forger le mythe du sculpteur-destructeur. « Je ne sais pas, c'est tellement petit. » Elle affirmait que ces sculptures n'étaient pas plus grandes qu'une tête d'épingle. Vous voyez ici un tout petit buste d'homme en plastiline qui fait 12 cm quand même, le précédent faisait 4 cm de haut. Comment juger? Il avait une drôle de manière de travailler, ajoutait-elle. Tout ce qu'il faisait dans la journée, il le cassait au cours de la nuit ou inversement. Un jour, il avait entassé dans une charrette à bras les sculptures qui remplissaient son atelier et il avait été les balancer dans la Seine. Moi aussi, la première fois que je les vis, ces sculptures me déconcertèrent. Il était vrai que la plus volumineuse avait à peine la taille d'un petit pois. Et là, on parle de l'année du printemps 41 ou un peu plus tard. Giacometti corrobore ces témoignages en évoquant la miniaturisation dans ses propres témoignages et il l'explique à sa manière dans des entretiens plus tardifs. Il dira « En 1940, à ma grande terreur », et il faut penser à ce terme de terreur parce que c'est quelque chose qui va au-delà d'une réflexion conceptuelle ou intellectuelle, il y a une émotion derrière, mes statues ont commencé à diminuer. C'était vraiment une catastrophe effroyable. Je me souviens par exemple que je voulais reproduire de mémoire une amie que j'aimais, peut-être Isabelle Nicolas, telle que je l'avais aperçue un soir boulevard Saint-Michel. Moi, je voulais la faire comme ça, sa main droite, armée de ses vieilles lunettes cassées, vient lourdement planer à 80 cm de sol, donc on imagine une sculpture un peu comme ça, voilà, vue de loin. Eh bien, ça devenait si petit que je n'arrivais plus à mettre aucun détail. Je n'y comprenais rien. Toutes mes statues, inexorablement, finissaient par atteindre 1 cm, un coup de pouce et hop, plus de statues. Ce sont ainsi ces figurines que, selon une légende ou une vraie histoire racontée par Albert Schira, Giacometti aurait rapporté dans une ou plusieurs boîtes d'allumettes dans son séjour à Genève pendant l'occupation. Après, dont je vais parler. Alors, avant de parler de ce séjour à Genève, on peut s'arrêter quelques instants sur ce travail de miniaturisation. On peut imaginer qu'il s'agit pour Giacometti d'une première étape de l'élaboration d'une silhouette essentielle qui pourra ensuite s'agrandir après-guerre dans une juste échelle. La petitesse des sculptures, à cette époque, répond à une préoccupation que soulignera justement Jean-Paul Sartre suite aux échanges qu'il a eus avec Giacometti dès l'occupation. Dans son essai « La recherche de l'absolu », qu'il publie en 1948 pour la première exposition personnelle d'Alberto Giacometti après-guerre, à la galerie Pierre Matisse à New York. Cette préoccupation, c'est celle de la juste échelle, qui est fonction à la fois du point de vue du créateur sur le modèle et de celui qui regarde la sculpture. Quelle est la bonne taille de la sculpture? Mais on peut aussi souligner que Giacometti décrit de son côté diverses expériences de vision survenues avant-guerre, telles celles que je viens de citer, qui relèvent à la fois d'une forme de lucidité sur ce que l'on voit, de la taille de ce que l'on voit et comment l'on voit, mais aussi, à certains égards, de l'hallucination. Il n'est pas impossible et il est enfin pas impossible que l'expérience vécue d'un monde en décomposition et de la guerre soit du caractère éphémère de toute chose et participer, du côté de l'imaginaire, à l'élaboration de ces figures extraordinairement petites, dont finalement la raison demeure à ce jour assez mystérieuse encore. Alors finalement, Giacometti part, il quitte Paris pour la Suisse. Alors pourquoi part-il après être resté des mois à Paris? Dans ses lettres, il évoque, je cite, une possibilité avec Albert Schira, l'éditeur de Minotaure, qui est rentré à Genève, et grâce à laquelle il serait, je cite, tranquille pour 6 mois, donc peut-être une vente ou quelque chose.
Il est aussi possible que les fameuses sculptures seraient dans une forme d'impasse qui nécessiterait peut-être un changement d'air, ou bien il est possible que qu'il accède finalement aux demandes réitérées de sa mère. Il y a aussi un autre élément qui est que Diego décide de rester à Paris avec sa compagne Nelly, ce qui garantit la sécurité des sculptures laissées derrière lui. Alberto Giacometti va passer 3 ans et 9 mois en Suisse, de décembre 41 à septembre 45. Il vit d'abord à Genève, chez son beau-frère Francis Bertou, le père de Silvio, le mari d'Ottilia, avec sa mère, qui est venue vivre avec eux pour élever l'enfant. Et il séjourne également avec sa mère à Stampa et à Maloja, dans les demeures familiales, dans les Grisons. De ces séjours à Stampa et à Maloja, il reste par exemple des dessins comme celui-ci, une vue de la montagne, une vue du lac de Sils et de la montagne depuis la maison des Giacometti à Maloja vers 42, où on retrouve le même style de dessin qu'on avait déjà observé à la fin des années 30, début des années 40. Voilà, il dessine aussi l'intérieur de la maison, ou ici la table à ouvrage de la maison de Stampa, qu'il a beaucoup dessinée, et qui témoigne de ses différents séjours dans la région. Dans sa correspondance, il évoque son travail. Il dit par exemple à son beau-frère « Mon travail me donne beaucoup de mal, mais il faut en sortir, il n'y a pas d'autre solution. » Et à son frère Diego, en 42, « Je finis enfin mon travail peu à peu. » Donc il semble que l'année 42 ait été une année de maturation intense qui se caractérise par différents points, et notamment par un très intense travail de la... Ah oui, pardon. Je reviens. Après, en dehors, pardon. Quand il n'est pas à Stampa et à Maloja, après quelques mois, Giacometti s'installe justement dans une petite chambre d'hôtel, dans un hôtel bon marché, l'hôtel de Rive, qui se trouve à 2 pas de l'appartement familial où vit qui se trouve à 2 pas de l'appartement où vit sa famille, et où il transporte des sacs de plâtre pour travailler la sculpture. Cette période qui se passe sur 2 lieux, d'une part les Grisons de Stampa Maloja et d'autre part la petite chambre de l'hôtel de Rive, va être celle d'une profonde maturation. Giacometti va trouver finalement d'entre ces 2 lieux sa forme propre, à la fois dans ce nouvel atelier, un espace qui est relativement confiné, qui est petit, où il retrouve qui est aussi petit, enfin même plus petit que son atelier de la rue Hippolyte Mindron. Donc il recrée en fait un atelier étroit, et d'autre part dans l'atelier de Stampa et de Maloja, qui est en fait l'atelier du père, l'atelier de l'enfance. Donc voilà quelques vues de la fameuse chambre de l'hôtel de Rive, qui est devenue mythique par des photographies plus tardives d'Élie Lothar, qui est un photographe qui a collaboré avec les surréalistes. Donc vous voyez ici déjà un peu l'allure de la chambre, qui est petite, assez spartiate. Vous voyez ici que Giacometti, qui continue à faire des toutes petites sculptures, s'est construit une sellette un peu plus haute, avec des morceaux de bois. Et vous voyez que le confort est assez simple. Voilà. Alors, cette année 42 est une année de grande maturation, dont il reste dont on n'a probablement pas tous les éléments. La chronologie n'est pas facile à établir exactement, mais on sait en tout cas qu'il reste de cette année un très grand nombre de dessins qui sont des copies. Ce sont des copies d'après des œuvres anciennes ou des œuvres du passé, des œuvres, disons, d'un passé plus ou moins lointain, qui sont une pratique que Giacometti a depuis l'enfance, qu'il n'a jamais cessé d'avoir, mais qui semble être assez intense pendant cette année de guerre. Donc Giacometti copie d'après des livres des revues, d'après des livres d'histoire de l'art, et il copie de différentes manières. Alors, dans ces copies que l'on voit dans cette année 42, on remarque peut-être l'effet de son séjour, de son exil relatif en Suisse, un intérêt pour les artistes du monde germanique. Notamment ici, vous voyez une copie d'après Dürer, les 4 apôtres. Alors quand Giacometti copie, la copie est déjà une interprétation et un choix. C'est-à-dire qu'il va copier une partie de l'œuvre, ou bien, comme vous le voyez ici,
il va copier tout un ensemble d'œuvres qui vont être comme collées les unes aux autres, assemblées les unes aux autres dans une même feuille, dans un même dessin. Ici, des copies d'après Dürer, mais des copies qui sont d'après des Dürer qui peuvent être des peintures, comme le portrait de Jacob Muffel ou l'autoportrait, ou des gravures, la Mélancolia et Némésis, qui sont ainsi assemblées dans des ordres un peu dispersés, et la Mélancolia a la tête à l'envers, dans la même feuille. Donc, il s'intéresse à d'autres artistes du monde germanique, Cranach, Baldung-Grien, et puis aussi un artiste qu'on a redécouvert il y a peu, mais qui était en train d'être redécouvert à ce moment-là en Suisse, dans des cercles dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est Konrad Witz. Donc, Konrad Witz, c'est un peintre suisse du XVe siècle qui a notamment fait un retable très important, le Miroir du Salut, conservé à Bâle, et qui est composé de différents panneaux, et que Giacometti copie par différents panneaux. Mais à nouveau, il les copie en opérant des choix, des sélections, des assemblages. Vous voyez ici qu'il va copier la figure d'Assuérus, mais lui adjoindre en face une figure égyptienne. Les figures égyptiennes, Giacometti peut les voir à nouveau reproduites dans les revues, dans les livres d'art, mais aussi dans les collections genevoises. Vous le voyez ici alterner entre Dürer et des copies d'après l'Égypte, qui sont à nouveau ici une composition, et on peut penser que cette figure-là n'est pas égyptienne. Voilà, donc il y a différentes façons pour Giacometti. Donc c'est vraiment le travail de copiste est extrêmement plastique déjà, et un travail d'invention et de recomposition. Voilà un dessin à l'encre, à nouveau d'après une fresque du tombeau d'Hippie à Thèbes. Alors, en dehors de l'Égypte et du monde germanique, Giacometti, évidemment, s'intéresse toujours à d'autres périodes importantes de l'histoire de l'art. Ici, un vase antique. Et vous voyez qu'il peut faire aussi plusieurs copies de la même figure, ce qui donne une impression aussi de mouvement, de dynamisme. On voit le différent travail d'après le motif. Ici, d'après également un personnage, ici également d'après l'art des arts, des œuvres extra-occidentales, chinoises. Ça marche pas. Voilà. Il s'intéresse aussi aux artistes du passé, Rembrandt, Titien, dans ce dessin qui, de manière assez fabuleuse et assez subversive, associe une grande œuvre de Titien, une grande œuvre de Rembrandt dans le même. Enfin, c'est très audacieux de se permettre d'associer comme ça deux grandes peintures de l'art. Voilà, d'après Velázquez, autre cas de copie. Et aussi, enfin, il copie les maîtres modernes. Vous voyez ici un exemple d'après les joueurs de cartes de Cézanne. Alors, or, ces copies de l'année 42 et qui vont se poursuivre sont en fait les seules œuvres que Giacometti publie et diffuse pendant la guerre. Voilà. Elles apparaissent en juillet 45 dans la revue Labyrinthe. En réalité, et cette revue nous indique à penser que ce déploiement interne, et notamment cet intérêt pour la copie, ne se fait pas sans un contexte. En fait, Giacometti retrouve à Genève des hommes qui sont aptes à le nourrir intellectuellement et à soutenir sa pensée, comme il le fait lui-même pour eux dans cette période particulière. Albert Skiran, vous voyez ici des deux portraits, l'ancien éditeur de la revue surréaliste Minotaure, qui avait défendu le travail de Giacometti, a rejoint Genève et avec quelques intellectuels et artistes tels Roger Montandon ou Balthus, vous voyez ici une peinture de la guerre, qui s'est installée à Fribourg puis à côté de Genève, ou alors le jeune Jean Starobinski, qui deviendra ce grand historien de la psychiatrie après-guerre. Ils fondent une nouvelle revue, Labyrinthe. Il est ainsi fascinant de voir que Giacometti retrouve en quelque sorte à Genève des hommes qui furent en fait les témoins de ces dernières années de réflexion plastique. Depuis le surréalisme, avec Skiran, jusqu'à la tentative, admirée chez un Balthus, d'inventer une nouvelle figuration apte à représenter le réel sans illusionnisme, et en faisant la part belle à une subjectivité qui, à l'époque, est en cours de redéfinition. Giacometti a pu échanger sur ce sujet de qu'est-ce que c'est que le sujet, la subjectivité, avec Picasso, avec Sartre, puis maintenant, il échange peut-être avec Jean Starobinski, qui s'intéresse peut-être déjà à l'histoire de la psychiatrie.
Alors, pour évoquer ce contexte intellectuel, je vous propose simplement de lire ce que Jean Starobinski en dit dans un témoignage en 1986, dans un catalogue consacré justement au retour à la figuration chez Giacometti. Donc, je cite Jean Starobinski. Partons du dehors, les lieux. L'air où je rencontrais Alberto Giacometti m'apparaît comme une longue surface étroite entre la pointe aiguë de l'hôtel de Rive, qui était là, qu'on voit là, et la grotte enchantée du passage des Lions, qui se trouve en fait par là. Je pense au sol poli, à cause du choc de la canne d'Alberto, un axe parcouru par les voitures vertes de la ligne 12. À la hauteur du Mollard, l'air s'élargit. Les bureaux d'Albert Schira, plusieurs restaurants et cafés, comme autant de rafios où naviguer un bout de nuit avant de reprendre le travail. L'ai-je jamais accompagné jusqu'à la porte de son hôtel? En tout cas, je ne suis jamais entrée dans son atelier où il disait qu'il n'y avait rien à montrer. Les temps, entre 43 et 45, la fin de l'après-midi, la longue soirée, surtout après le retour des Jouves à Paris. Auparavant, j'étais attendue presque tous les soirs rue du Cloître par Blanche et Pierre-Jean Jouve. Pierre Jouve, c'est un poète. Balthus, plusieurs fois, avait fait partie de leur petit cercle. Pas Giacometti, trop indépendant, et d'ailleurs considéré encore à ce moment-là comme surréaliste, ce qui était inacceptable pour Jouve. Pour la même raison, Jouve et Schira n'avaient aucun contact. Donc Giacometti a encore chez certains cette aura de surréalisme. Mais Balthus et Giacometti, liés par une très réelle sympathie, se voyaient, discutaient longuement. Je me rappelle une conversation passionnée sur Konrad Witz et Grunewald au Mollard chez Schira. En 1946, la revue Labyrinthe publiera en effet un article sur Konrad Witz que copie depuis déjà 4 ans Giacometti, avec des photos qui sont recadrées par Balthus. Giacometti remettait tout en question, parfois par jeu, par défi, pour voir, mais le plus souvent avec une autorité que je qualifierais, avec prudence car on a abusé du terme, de socratique. De fait, je ne connaissais son œuvre que par ce que m'en avait révélé Minotaure avant la guerre, plus tard par les dessins du 10e numéro de Labyrinthe, où il prouvait que copier, c'était réécrire, des figures égyptiennes et grecques, Konrad Witz de Reims. Giacometti ne montrait au public aucune œuvre récente, mais il s'attaquait au plâtre humide chaque nuit dans sa chambre, et surtout il ne cessait de regarder le tout venant du spectacle quotidien avec l'intensité de l'artiste au travail devant le sujet. Des recherches nocturnes dans l'atelier, les statues inéluctablement diminuantes dont il parlait comme d'une fatalité. Je ne savais rien, sinon par sa perpétuelle et tranquille alerte devant les formes du jour ou les apparitions du soir. Ainsi une jambe, genou à demi plié à la vitrine d'un magasin d'orthopédie du Passage des Lions, devenait sujet d'étonnement, pour des raisons très précises, ou bien découpée dans un journal, conservé dans son portefeuille, la photo représentant les cadavres de Mussolini et Claretta Petacci, pendus par les pieds. Les jambes de la Petacci, pendant quelques jours, revenaient sans cesse dans ses propos, parce qu'il y trouvait une énigme, une source inépuisable d'horreur sacrée. C'était sa manière à lui d'affronter ce que les historiens des religions ont appelé le tremendum. Il le ressentait devant les gravures de Callot. Alors, dans Labyrinthe, Giacometti apparaît dans le numéro 1, du 15 octobre 1944, avec un reportage d'Élie Lothar, dont les photographies que vous voyez, et qui présente une toute petite sculpture, on le voit en train de sculpter, et surtout des vues de la chambre sans sculpture, ce qui est assez paradoxal, et témoigne peut-être déjà aussi de la volonté de Giacometti de se construire une image relativement, disons, ascétique et très... voilà. Voilà, donc je vous montre les photos de Lothar, les autres photos, ce qui vous en donne aussi un peu plus l'idée de son travail de l'époque. Donc il y a ces toutes petites figures qui sont faites toujours sur des grands socles, évoquant des mastabas égyptiens, par exemple, et qui les ancrent un peu dans le sol. Voilà, on le voit aussi posé. Bon, ce sont des photos posées. Hein, voilà. On le voit dans sa chambre. Alors, Giacometti apparaît dans Labyrinthe déjà avec ce premier article du 15 octobre 1944. Puis, il publie un texte le 15 janvier 1945 sur Henri Laurence, cet ancien ami que j'avais évoqué, qui est un moment pour lui de réflexion sur le rapport de la sculpture à l'espace et au vide, et sur l'importance de la sensibilité. Je vous cite quelques passages. La moindre partie de cette sculpture est passée et repassée par la sensibilité de l'auteur, devient comme une partie même de cette sensibilité.
En travaillant la terre, Laurence travaille aussi le vide qui entoure cette matière, l'espace même devient volume. Donc ainsi, en parallèle de sa création dans l'atelier, en parallèle de ses discussions intellectuelles, Giacometti revient à des problématiques qui l'habitent depuis la période cubiste. Et par ce texte sur Henri Laurence, il essaye d'articuler le rapport du volume à l'espace, au vide et à la sensibilité. Il conclut son texte par « La sculpture de Laurence est une des très rares qui rendent ce que je ressens devant la réalité vivante, et par là je la trouve ressemblante, et cette ressemblance est pour moi une des raisons de l'aimer. » Puis, le 15 avril 1945, Giacometti publie un essai sur Jacques Callot, le graveur lorrain, qui a notamment fait des gravures extrêmement violentes sur la guerre de 30 ans. Et dans ce texte, Giacometti, qui évidemment médite probablement sur la guerre et sur la violence, va aller chercher des racines plus anthropologiques à la violence, et notamment va s'interroger sur la question sadique, sur la pulsion sadique chez l'homme. Il écrit par exemple que dans les gravures de Callot, on ne voit que les personnages qui s'entretuent, où une partie des personnages tue l'autre, ce ne sont que des scènes de massacre. Et pourquoi ces scènes apparaissent aussi, cette violence apparaît aussi dans ces sujets religieux. Et Giacometti conclut son texte en insistant sur à la fois la violence des enfants et finit son texte en allant un peu plus loin. Il dit je voudrais dire encore que dans toute œuvre d'art, le sujet est primordial, que l'artiste en soit conscient ou non. La plus ou moins grande qualité plastique n'est jamais que le signe de la plus ou moins grande obsession de l'artiste par son sujet. La forme est toujours à la mesure de cette obsession. Mais c'est l'origine du sujet et de l'obsession qu'il faudrait rechercher. Elle n'est pas forcément freudienne. Enfin, le 1er décembre 1946, Giacometti publiera dans la revue un texte qui est comme un adieu au surréalisme et qui s'appelle « Le rêve, le sphinx et la mort de T », sur lequel je ne reviendrai pas aujourd'hui. Les discussions qu'Alberto Giacometti a avec son entourage genevois et ses publications apparaissent ainsi comme la matrice qui reprend, qui forme à nouveau les réflexions accumulées depuis 20 ans, l'apport, y compris imaginaire, du cubisme dans le rapport à l'espace, l'importance de la copie et des artistes du passé, toute période et sphère culturelle confondues, le rôle aussi de la pulsion-violence et de la violence de l'obsession, ce qui est un peu différent, dans la création, selon une lecture qui ne serait pas strictement freudienne, et aussi l'importance de l'image de soi expérimentée avec Lothar. J'ajouterai à cela peut-être une problématique qu'on a déjà entrevue avec le buste d'Ottilia, qui est celle de l'absence et de la mémoire, pour aborder les deux grands chefs-d'œuvre de la période de guerre réalisés à Stampa. Donc là, vous voyez quelques petites figures. Voilà. À Stampa, Giacometti à Genève et à Stampa, en Suisse, Giacometti a deux modèles, un modèle présent et un modèle absent. Le modèle présent, c'est son neveu Silvio, qu'il n'a pas vu depuis quelques années, quand il le retrouve, qui a 5 ans à l'époque, et qui marque un retour à la figure et au modèle dans le cadre familial, ce que Giacometti n'avait pas pu pratiquer depuis quelque temps, enfin à part évidemment avec Diego, mais en tout cas en Suisse. Le portrait du petit garçon de 5 ans, de ce petit bonhomme, lui permet peut-être d'asseoir de manière assurée la figure dans le socle, s'inspirant peut-être du centre de gravité bas des enfants, en tout cas la physionomie de l'enfant, donne à cette sculpture une place à part dans la production de l'époque. Vous pouvez le comparer avec ces sculptures très filiformes. La silhouette de Diego et de Silvio est davantage solide dans le sol. Cette position du petit enfant, droit, regardant devant lui, les mains le long du corps, dans les poches, cette position et puis Diego est content de cette sculpture. Elle se retrouve dans ce qui est le grand chef-d'œuvre de Giacometti de la période de guerre, et qui est La femme au chariot. C'est un peu son homme au mouton, pour penser à la sculpture de Picasso. Cette position, la position de la femme au chariot est quasiment la même que celle de Silvio. Elle a les bras un peu plus en arrière, elle n'a pas de poche puisqu'elle est nue, mais elle se présente de manière très frontale. Le corps est plein, ce n'est plus une silhouette ce n'est plus une silhouette en décomposition ou très éphémère comme on le voyait dans les toutes petites sculptures précédentes. Et cette figure, elle est inspirée du corps d'Isabelle Delmer, d'Isabelle Nicolas, qu'on a évoqué avant-guerre,
ce corps qu'on retrouve dans des dessins qui préparent la femme au chariot, et notamment dans ce nu debout dans un cadre de la période de guerre. Donc, c'est le modèle absent, et dans son absence, qui irrigue l'invention de la femme au chariot. Celle-ci est élaborée donc à partir de 1943 dans le souvenir d'Isabelle. C'est un travail de mémoire qui est fondé sur le souvenir du modèle. Cette femme est placée dans une position donc similaire à celle de Silvio. Cette position en bloc fend l'espace, le vide environnement, impose la sculpture. Le modelage s'est fait directement dans le plâtre et il s'est fait à Stampa, oui. Cette position, la femme est posée sur un chariot, une sorte d'assemblage dont les connotations sont diverses. On pense évidemment au char égyptien, mais on peut aussi penser à une charrette d'échafaud. C'est par cette figure, se tenant face, que Giacometti va pénétrer dans sa grande période d'après-guerre, faisant de lui, enfin, ce pourquoi il est connu. Au sujet de cette femme au chariot, je vais laisser la parole à nouveau à Jean Starobinski, qui décrit ces sculptures qu'il a pu voir se former dans la fin de la Seconde Guerre mondiale. Soudain aussi, en vue frontale, un être, une statue pour lui se chargeait d'une force dense qui était à la fois attirant ses défis. Les statues égyptiennes, un jour, revenaient-ils du musée, ne quittèrent plus son esprit. Les copier, trouver, entre les yeux, le point d'où partir. Ce point toujours manqué, toujours à reprendre. Quant à ses côtés, apparut à Genève Annette. Jarobinski évoque ici Annette Arm, qui est la future femme de Giacometti et son futur grand modèle de l'après-guerre. Je me suis dit qu'elle était attendue. Une jeune femme qui se tient en face, qui regarde et parle et vit de face, infiniment franche et infiniment réservée dans une merveilleuse frontalité. On pourrait me reprocher de la dépeindre ainsi à partir de ce que j'ai vu plus tard, ses portraits par Alberto. Non, telle était la présence, antérieure au mouvement de l'art, qui ne prétendait que la fixer dans son apparition. Donc en effet, à Genève, Alberto Giacometti a fait la connaissance d'Annette Arm, qui deviendra donc son modèle et sa femme, et le rejoindra à Paris en 1946. Donc, en fait, c'est par la femme au chariot et suite à la femme au chariot et le buste, le portrait de Silvio, que Giacometti va progressivement élaborer ces figures qui vont le faire connaître après-guerre. Cette période de guerre, elle est donc une période de maturation intense à différents égards, d'une part sur le plan plastique, mais aussi sur le plan de l'environnement intellectuel et artistique, puisque Giacometti va rentrer à Paris en septembre 1945 et immédiatement il retrouve les cercles de ce qui deviendra l'existentialisme, de Simone de Beauvoir, de Sartre. Ces sculptures, notamment les sculptures de la guerre et d'autres qui sont plus tardives, vous voyez ici un buste de 1946, seront publiés dans le numéro spécial de Cahiers d'art édité par Christian Zervos de 1945-1946, qui fait ainsi une sorte de grande synthèse de l'art d'après-guerre et qui donne une très grande place à Giacometti. Et il pourra se lancer assez rapidement dans une série de bustes et de têtes et de portraits de personnalités de l'après-guerre, notamment Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre ou Paul Tanguy. Donc cette période de guerre, elle est une nouvelle ère, ainsi, celle de la reconnaissance et du succès, public en tout cas, puisque Giacometti est une personnalité qui demeure en proie au doute, s'ouvre en tout cas pour Alberto Giacometti après ces années de guerre, qui sont des périodes de repli, de retrait, de retour en Suisse, mais qui sont essentielles à la maturation de son travail. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette conférence et je remercie particulièrement Thierry Poteau, Clara Ghibertoni et Michel Kiefer pour leur aide dans la préparation de cette conférence. Voilà, je suis disponible pour quelques questions.